Je vous salue. Bienvenue à cette émission consacrée à vous donner quelques nouvelles du monde qui doivent intéresser l'Afrique des libertés. Protégez et partagez massivement cette émission. Un tour d'actualité à l'adresse de l'Afrique des libertés. Je vous salue. Ma jeune sœur, la chantre Clara Blon, ouvre le chemin de cette émission du 5 septembre 2022. Je vous salue. Nouvelles du monde pour l'Afrique des libertés. Elle concerne le Mali, elle concerne la France, elle concerne l'ONU, elle concerne enfin la géoéconomie, l'économie monde, à propos de laquelle je voudrais vous apporter quelques nouvelles. À travers le continent africain, je vous salue. Peuples africains en lutte, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, diasporas africaines éveillées, amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté. Je vous salue. Merci à toi, JP Abeka. Merci à vous. Ici sur Facebook, Franklin Nyamsi. Et ici sur YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Toujours plus nombreux à soutenir notre ministère de solidarité, vérité, justice, le ministère MATIC de l'émancipation des Africains. Merci à toi, ma jeune sœur Clara Blon, chantre du Seigneur, fille de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant. En ce mardi 6 septembre, nous sommes bien le 6 septembre 2022, je voudrais inviter mes amis sur nos chaînes YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, et Facebook, où je vous demande de partager massivement le direct, à faire avec moi un tour d'actualité qui va nous conduire du Mali à l'ONU, de l'ONU à la France, et finalement de la France à un sujet de géoéconomie. Mais vous allez voir qu'il y a un lien entre tous les sujets que nous allons aborder, car ils intéressent au plus haut point l'Afrique des libertés. Je voudrais commencer sans plus tarder par le premier sujet, le Mali. Une grande initiative continentale vient d'être prise. C'est l'initiative des sociétés civiles. C'est l'initiative des associations d'émancipation de plus de 15 pays du continent africain de langue française, langue officielle, entendez par là, non pas langue nationale ni destinale. C'est une initiative forte qui vient d'être lancée par les sociétés civiles de plus de 15 pays d'Afrique d'expression française officielle pour soutenir la démarche de vérité, de justice et de solidarité engagée par le gouvernement panafricain du Mali
dirigé par le président Assimi Goïta, pour présenter face à l'Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité les preuves de la terrible agression subie par le Mali, preuve de l'agression attribuée, imputée à la France contre le Mali, initiative prise par la lettre du 15 août 2022, écrite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Depuis cette date, vous avez observé que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a toujours pas convoqué la réunion consacrée à établir les faits, la réunion consacrée à permettre au Mali de faire valoir les preuves et les arguments de ces graves accusations contre la puissance française. Les sociétés civiles africaines des pays d'expression française, les associations de ces sociétés se sont donc toutes mobilisées comme un seul homme pour faire entendre la voix de la vérité, justice et de la solidarité africaine et pour demander aux Nations Unies de permettre l'expression de la vérité sur la déstabilisation que subit le Mali, mais plus largement le Sahel et toute l'Afrique. J'ai distribué sur mes pages le texte que toutes les organisations des sociétés civiles de plus de 15 pays africains ont co-rédigé. Le texte qu'elles ont diffusé et que chacune et chacun d'entre vous doit lire et partager. Je voudrais m'acquitter d'un devoir envers cette mobilisation continentale et des diasporas africaines en vous donnant ici lecture de ce texte, afin que nul n'en ignore. Et ce texte a vocation à se transformer après la date butoir du 13 septembre prochain, date d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, à laquelle les peuples africains ici rassemblés, les diasporas africaines et tous les amis de la vérité, en France, en Europe, en Amérique, en Asie, date à partir de laquelle, une mobilisation serait lancée si le Conseil de sécurité n'accepte pas la confrontation véridique, s'il n'accepte pas d'écouter et de laisser publier les preuves du Mali, ce sera l'initiative des sociétés civiles africaines, l'initiative des associations africaines, pour la liberté, la justice, la solidarité interafricaine, d'appeler les autorités maliennes à la diffusion par des canaux autres que ceux de l'ONU, qui auraient alors à ce moment-là refusé d'héberger la vérité de cette tragédie internationale, la publication des preuves supplémentaires des violations flagrantes de la souveraineté du Mali qui ont été alléguées par la lettre accusation du 15 août. À ce moment-là, elle sera l'initiative de l'ensemble des associations, de la société civile, de plus de 15 pays d'Afrique d'expression française officielle et des diasporas africaines de tous les continents. Diaspora d'Europe, diaspora d'Amérique, diaspora d'Asie, diaspora des océans Pacifique Indien, diaspora les plus reculées d'Afrique. Ce sera la responsabilité de l'Afrique des libertés mondiales de diffuser et de publier ces preuves historiques qui vont mettre un terme à la mystification que subit le continent. Je vous donne donc lecture du manifeste des organisations des sociétés civiles et des diasporas des 15 pays africains d'expression française. Voici ce que dit ce manifeste, dans lequel nous nous reconnaissons pleinement et auquel nous vous invitons à vous associer et dans lequel nous vous demandons d'œuvrer comme des citoyens éveillés sur tous les continents pour la vérité et justice au Mali et partout en Afrique. En soutien à la plainte déposée par le gouvernement de transition malien contre l'État français au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en ses articles 01, 03, 04, 08, 21, 22, 25 alinéa 1, 26 alinéa 1 et 28. Considérant la Charte de l'Organisation des Nations Unies, qui dispose en son premier article les buts de l'organisation, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationale, développer entre les nations des relations amicales, le respect du principe de l'égalité des droits et des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux, être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Eh bien, considérant que la France et le Mali sont membres de l'Organisation des Nations Unies à titre égal, considérant la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies par le gouvernement de transition malien sur les violations répétées de l'espace aérien du Mali par la force française Barkhane, considérant que le Mali affirme dans sa saisine détenir plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Considérant que le coût humain, économique et politique des activités des groupes terroristes dans le Sahel, endeuillant et poussant chaque jour à l'exode des milliers de familles africaines, est un scandale inacceptable qui ne peut plus durer. Apportons notre soutien inconditionnel à la démarche du gouvernement de transition malien dans sa saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Interpellons l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour une contribution effective à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité en vue d'examiner la plainte du Mali. Dénonçons et condamnons l'initiative du président sénégalais, M. Macky Sall, qui tenterait une médiation entre le Mali et la France, selon une déclaration de presse de Mme Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Rappelons que, selon la Charte des Nations Unies, seul le Conseil de sécurité et ou l'Assemblée générale de l'ONU sont habilités à traiter les litiges ou contentieux entre les États membres, ce qui ôte toute légitimité ou base légale à un État tiers de se poser en médiateur, sauf à être expressément mandaté pour cela par le Conseil de sécurité et ou l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui n'est pas le cas du président sénégalais. Invitons le président du Conseil de sécurité de l'ONU à convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et à inscrire la question à l'ordre du jour de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui débutera le mardi 13 septembre 2022. Estimons que la saisine du Mali est une opportunité exceptionnelle pour le Conseil de sécurité de l'ONU d'élucider de manière décisive les raisons de la persistance et de l'expansion du terrorisme et du chaos dans le Sahel, malgré la présence massive des forces armées internationales ayant pour mission de combattre et de contribuer au maintien de la paix. Invitons enfin la jeunesse africaine et les forces progressistes de tous bords à rester mobilisées et à user de tous les moyens habilités pour que la saisine du Mali soit examinée par le Conseil de sécurité. Les faits exposés et les responsabilités établies. En cas de refus d'examen de la plainte du Mali, nous nous réservons le droit d'obtenir ces preuves et de les divulguer au monde entier. Je recommence une deuxième fois, en vertu de la parole orthogonale. En cas de refus d'examen de la plainte du Mali, nous nous réservons le droit d'obtenir ces preuves et de les divulguer au monde entier. Et je le redis une troisième fois, en cas de refus d'examen de la plainte du Mali, nous nous réservons le droit d'obtenir ces preuves et de les divulguer au monde entier. Voilà, mes chers amis, le contenu du manifeste des organisations des sociétés civiles
et des diasporas des 15 pays africains d'expression française. Je voulais que chacune et chacun de mes amis sur les chaînes YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, et sur mon réseau Facebook, je voulais m'assurer que chacun a entendu ou lu ce manifeste. Ce manifeste sera redistribué sous forme de pétition dans les prochaines heures, de telle façon que chacune et chacun d'entre vous puisse signer pour s'associer aux organisations des sociétés civiles et des diasporas des 15 pays africains d'expression française qui sont les rédactrices de ce communiqué. Je rappelle que ce communiqué, ce n'est pas moi qui en suis l'auteur. Ce sont les organisations des sociétés civiles et des diasporas des 15 pays africains d'expression française. Il s'agit d'une mobilisation continentale et mondiale. Je me fais ici le relais, je l'espère, efficace et précis de l'information. Je vous ai parlé des nouvelles du monde pour l'Afrique des libertés. Voilà la première nouvelle. Dans les prochaines heures, ce manifeste sera à votre disposition sous forme de pétition. Les organisations des sociétés civiles et des diasporas des 15 pays africains d'expression française qui ont publié ce manifeste auquel personnellement j'adhère et auquel je vous demande d'adhérer. Ces organisations donc, à partir du 13 septembre, si la question n'est pas acceptée comme point de l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, se donnent le devoir d'aller chercher les preuves détenues par l'État du Mali, de tout faire pour les obtenir et les diffuser au monde entier. Voilà la première information. Le manifeste est en lui-même assez explicite. Je vous ai lu 3 fois l'information sur le seuil décisif du 13 septembre. Si l'ONU ne veut pas écouter le Mali le 13 septembre, le monde entier va entendre le Mali. Le monde entier va entendre l'Afrique. Qu'il le veuille ou pas, la vérité sur ce qui arrive en Afrique sera sue. Les preuves seront diffusées. Et ainsi, on arrêtera de persécuter les pionniers de la vérité-justice que nous sommes et qui avaient vu depuis longtemps l'association intime entre le terrorisme et l'impérialisme en Afrique. Ces preuves seront diffusées en mondovision. Le monde entier saura ce qui est arrivé à l'Afrique depuis l'assassinat de Kadhafi par la coalition occidentale de l'OTAN jusqu'à l'invasion du Sahel par les associations terroristes qui, en association avec l'OTAN, ont tué Kadhafi. La vérité arrive, je vous ai dit. Ce siècle est dédié au Temnigné. Ce siècle est dédié au boomerang, au karma des siècles. Ce siècle se déploie dans l'ère du Verseau. Tout ce qui était caché dans les jarres profondes du mensonge et de la dissimulation sera versé dans le siècle. Les lumières inonderont le siècle. Les forces endormies de la solidarité-justice, les forces ancestrales africaines écartées avec la destruction de nos temples, l'assassinat de nos leaders, le pillage de nos terres, de nos mers et de nos airs, toutes ces forces réordonnées s'alignent pour la verticalisation de l'humanité africaine au sein d'un monde multipolaire. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ça, c'était la première information que je voulais mettre à votre disposition. Tenez-vous prêts à recevoir des lumières intenses, des lumières incandescentes, venues du Mali et de l'Afrique, à compter du 13 septembre 2022, une date qui m'est particulièrement chère, car c'est la date anniversaire de l'assassinat du grand héros de l'indépendance de mon pays natal, le Cameroun, le Mpodol Ruben Oumniobe. C'est un 13 septembre 1958 qu'il fut assassiné par l'armée française, accompagné par ses supplétifs africains, dans la forêt de Boum-Yébel, chez moi, au Cameroun. C'est donc le 13 septembre que le Mali va, en 2022, ouvrir l'arcane des siècles et livrer
à la face du monde les preuves de la plus grave ignominie subie par l'Afrique après la traite négrière, la colonisation et la pseudo-décolonisation, les indépendances sous haute surveillance. Mes chers amis, je vous ai dit que nous faisions un tour de l'actualité pour l'Afrique des libertés. Nous allons sans plus tarder passer au second sujet. Le second sujet dont je voudrais vous parler, c'est l'extraordinaire effort qui aujourd'hui est en train d'être fait par un certain nombre de médias ici en France pour occulter la réalité. Je suis impressionné en tant que citoyen adoptif de France par ce qui se passe. Et je voudrais attirer l'attention de l'Afrique mondiale sur la grave prise de pouvoir de la désinformation qui est en train d'opérer au cœur de l'Europe et en particulier ici en France. Écoutez-moi bien, je vais vous parler d'un seul exemple flagrant. Il y a une chaîne de télévision qu'on appelle LCI. Vous la connaissez, c'est une chaîne qui est bleu, blanc, rouge. Son logo dominant, c'est le bleu, blanc, rouge. Donc c'est une chaîne qui tient à montrer qu'elle est une chaîne française. LCI. Vous connaissez cette chaîne-là? Le samedi passé, à Paris, à l'appel notamment du mouvement des patriotes, une grande manifestation a réuni des Françaises et des Français protestant contre la stratégie de sanctions contre la Russie adoptée par l'Europe en général, la France en particulier, et la crise énergétique qui se profile à l'horizon et qui s'aggrave de jour en jour. Avec l'appauvrissement des classes populaires, l'appauvrissement des classes moyennes françaises et le refus des autorités actuelles de taxer les superprofits. Une grande manifestation s'est tenue à Paris, à l'invitation notamment du mouvement des patriotes de Florian Philippot. Je voudrais d'abord vous montrer les images de cette manifestation. Et ensuite, je vais vous dire ce que une chaîne de télévision basée à Paris en France a osé dire à propos de cette manifestation. Je voudrais commencer d'abord par vous montrer les images que tout le monde a vues, sauf apparemment les journalistes de cette chaîne. Les images de cette manifestation où on a entendu, entre autres, Macron démission, Macron démission. Et qui a eu lieu à Paris, ici en France. Je vais sur ma page Facebook. J'ai publié tout à l'heure quelques images de cette manifestation qui normalement ne peut échapper à personne qui suit l'actualité en France. Moi, je vis en Normandie, je n'étais pas à Paris, mais je sais qu'il y a eu cette manifestation et j'ai vu de nombreuses images de cette manifestation. Après, je vais vous dire ce que LCI s'est permis de dire à propos de cette manifestation. Pour vous montrer à quel point les gens ont vraiment décidé d'être dans la désinformation, mais à un niveau pas possible. À un niveau juste incroyable. Le niveau de désinformation dans lequel on veut installer l'opinion. Je vous retrouve ça. Je crois que je l'ai plutôt dans ma deuxième page. Hop. Je n'en revenais pas quand j'ai découvert ce que LCI a dit à propos de cette manifestation. Voilà. Voilà. La manifestation, vous pouvez la trouver sur la page de... Là, c'est sur la page de Florian Philippot. Florian Philippot sur Facebook. Si vous allez sur sa page, vous allez trouver les images de la manifestation. Alors, cette manifestation-là, rendez-vous compte que cette manifestation-là, un journaliste tenant toute une émission sur la chaîne LCI s'est permis de dire qu'elle n'a pas eu lieu. Il s'est permis de dire que les gens qui disent qu'il y a eu une manifestation à Paris pour se plaindre de la hausse des prix de l'énergie, de la crise énergétique due aux sanctions décidées par les dirigeants européens contre la Russie, la chaîne LCI a laissé dire dans une émission, et d'un bout à l'autre de l'émission,
que la manifestation que je viens de vous montrer n'a pas eu lieu. Alors, je voudrais attirer les Africaines et les Africains à travers le monde, mais aussi mes compatriotes adoptifs, les Françaises et les Français, les Européens en général, sur la gravité de la situation, de la vérité dans la presse en France. Nous sommes en train d'entrer en France dans les ténèbres absolues. Une manifestation qui a lieu dans Paris, rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Une manifestation qui est couverte par des tas d'organes de presse. Il y a un organe de presse qui se permet, dans une émission de plus d'1 heure, d'affirmer que la manifestation n'a pas eu lieu. Et il y a sur le plateau des gens qui n'osent pas le contester. Qui n'osent pas les contester. Il a fallu que des preuves abondantes de cet immense mensonge ayant été rapidement accumulées, il a fallu que la chaîne, honteusement, piteusement, envoie le journaliste menteur, le journaliste dénégateur, reconnaître la gravité des faits. Voici ce que dit le Figaro à propos de cette affaire. Je vais vous lire un article du Figaro qui relate l'ignominie. Et il faut que les Françaises et les Français qui m'écoutent se rendent compte de la gravité de la confiscation de l'information à laquelle nous sommes victimes en France. Dont nous sommes victimes en France. L'essentiel des médias français appartient en fait aujourd'hui à 5 familles de milliardaires. 5. Il y a 5 milliardaires qui possèdent la quasi-totalité de la presse et de la télévision privée française. 5. Il s'ensuit que le débat contradictoire est sous le contrôle des intérêts de ces milliardaires, lesquels s'organisent pour utiliser leurs moyens d'information formidables pour entretenir le citoyen, la citoyenne française dans le mensonge, dans le faux, dans un monde parallèle artificiel. Parce qu'il y a encore des gens en France qui ouvrent leur télévision et qui croient ce qu'ils voient. Et qui croient tout ce qu'ils voient. Voici l'article donc du Figaro. Guerre en Ukraine. LCI s'excuse après avoir nié à tort l'existence d'une manifestation de Florian Philippot. Regardez. Ils finissent eux-mêmes piteusement par reconnaître qu'ils ont menti aux téléspectateurs parce que c'est trop flagrant. Je lis l'article. Commentant les images de la télévision russe, le présentateur Julien Arnaud avait affirmé que cette manifestation des patriotes samedi à Paris, samedi 3 septembre, n'avait jamais eu lieu et qu'il s'agissait de propagande russe. Il a reconnu mardi son erreur. Attention, la manifestation de Philippot, elle a eu lieu samedi. Nous tous qui sommes en France ici, on sait que Philippot et le mouvement des patriotes ont organisé une super manifestation pour contester la stratégie énergétique du gouvernement et sa stratégie géopolitique. Tout le monde sait ça. Mais LCI, qui prétend être un média important, une chaîne de télévision importante, ils ont besoin de laisser passer samedi sans rectifier leurs mensonges, dimanche sans rectifier leurs mensonges, lundi sans rectifier leurs mensonges. Ils laissent passer 3 jours après avoir menti aux Françaises et aux Français, menti à l'opinion internationale qui regardait leur chaîne. Ils laissent passer 3 jours de mensonges et c'est seulement mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'ils viennent reconnaître. C'est une erreur regrettable, j'en suis désolé. Nous le corrigerons naturellement ce soir. Tu mens sur quelque chose qui s'est fait samedi et c'est mardi que tu viens dire que tu t'es trompé. Le présentateur du groupe TF1, Julien Arnaud, s'est excusé sur Twitter ce mardi auprès de Florian Philippot. Et pour cause, au cours de l'émission Un œil sur le monde, il a affirmé lundi soir que la manifestation organisée par le mouvement Les Patriotes n'avait jamais eu lieu et que celle-ci n'était qu'une invention des médias russes à des fins de propagande. Sauf que la manifestation peu médiatisée en France a bien eu lieu, comme les passants dont des journalistes du Figaro ont pu le constater samedi après-midi. Et les images diffusées par la télévision russe sont authentiques. Après un premier débat en plateau sur l'efficacité des sanctions économiques contre la Russie et les réactions contrastées qu'elles suscitent en Europe, Julien Arnaud a ensuite accusé la chaîne de télévision russe Tia One, détenue par l'État russe et dont la ligne éditoriale est alignée sur la propagande du Kremlin, de manipulation. Le présentateur de TF1 LCI embraye ainsi, citation. « Regardez d'ailleurs comment les Russes utilisent cette division pour les monter en épingle. On l'a vu ici en Europe, mais aussi chez eux en Russie. Si l'on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France. Et vous allez peut-être
Vous allez être un peu surpris. Regardez. À l'antenne de LCI, un reportage de Russia One est alors diffusé avec une traduction en voix off effectuée par la rédaction de LCI. Et la rédaction de LCI dit ceci: l'Europe, ça casse la tête pour ne pas mourir de froid cet hiver. Traduction: alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à cette situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie, que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Fin de citation. On voit alors des images d'une manifestation dans les rues de Paris. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action Résistance ont protesté contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan: Macron, démission. Fin de citation. Julien Arnaud reprend ensuite l'antenne et commente. Et voilà. Il n'y a pas eu de manifestation ce week-end. Hein? Ce n'est pas du tout vrai. On est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Donc, voilà ce qu'il a dit. Que c'était une invention de la Russie. Des manifestations que tout le monde a vues à Paris, samedi 3 septembre. S'ensuit alors un tour de table avec des invités de LCI, au cours duquel on entend par exemple les propos suivants. Voici ce qu'ils disent, les autres qui l'accompagnaient pour mentir aux Français. On voit bien la façon qu'ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour marteler que tout se passe comme prévu. C'est encore ce qu'on dit sur la télé officielle. Fin de citation. Florian Philippot est décidé à saisir l'ARCOM. Sauf que les images diffusées par Russia One sont celles qui ont été tournées par le mouvement Les Patriotes et diffusées sur leurs réseaux sociaux. Cette manifestation intitulée Rendez-vous de la Résistance a bel et bien eu lieu samedi 3 septembre au départ de la place de la Bourse à Paris à 14 h. Et elle s'est achevée place du Palais Royal devant le Conseil d'État. Joint au téléphone, Florian Philippot, fondateur et président des Patriotes, précise qu'un communiqué de presse avait été envoyé à 1 millier de journalistes, dont certains de LCI, et soutient que ceux-ci ont même consulté le communiqué avant la manifestation. Précisant que les équipes des Patriotes disposent d'outils techniques permettant de savoir lorsque le destinataire d'un email consulte un communiqué de presse en cliquant sur un lien. Il s'amuse d'ailleurs à relever que la chaîne LCI a mal retraduit en français les slogans rapportés par la télévision russe. Nous avons scandé Macron destitution et pas Macron démission. Florian Philippot ajoute qu'il s'est entretenu avec la direction de LCI ce mardi matin. Ils ont dit qu'ils étaient désolés, mais n'ont pas présenté réellement d'excuses. Il indique avoir saisi l'ARCOM à ce sujet. Le Figaro a pu consulter le document de la déclaration de la manifestation déposée par Dominique Bourse-Provence, référent parisien et membre du Bureau national des Patriotes auprès de la préfecture de police de Paris. Bon, alors, donc, je m'arrête là. Je voudrais attirer l'attention des Africaines et des Africains, du continent africain et des citoyennes françaises, des citoyens français, sur l'ampleur des médias du mensonge aujourd'hui en France. Je voudrais attirer leur attention sur le fait que ce qui se passe en Afrique, tel qu'il est restitué dans la plupart des médias français, est biaisé, tordu, édulcoré. Et que chaque Française et chaque Français doit faire l'effort d'aller vers l'information africaine, d'aller vers les sites d'information africains qui ne sont pas inféodés, non seulement aux autorités, au pouvoir en France, aux médias français, mais qui ne sont pas non plus nécessairement inféodés aux autorités des pays africains. Il faut que le citoyen et la citoyenne française fassent un effort d'accéder à l'information critique sur l'Afrique en écoutant les intellectuels, les analystes politiques capables de leur offrir une réflexion dialectique sur ce qui se passe en Afrique, c'est-à-dire des gens comme moi. Il faut nous écouter. Nous qui avons à la fois la possibilité d'être au contact du public français et du public africain. Écoutez-nous. Nous qui avons la capacité et les moyens de convaincre le public africain et le public français en utilisant les moyens rationnels, des moyens logiques. Écoutez-nous, Françaises, Français. Nous avons à vous apprendre le scandale qui frappe l'Afrique.
Un scandale dans lequel l'élite politique de la Ve République française est gravement mouillée jusqu'au sommet de la calvitie ou du crâne, ou aux derniers cheveux de la tête. En France, nous sommes de plus en plus mis dans une bulle complète par des médias qui sont contrôlés exclusivement par quelques milliardaires. Ces milliardaires, qui par ailleurs possèdent des multinationales, faisant des bénéfices faramineux en Afrique, entretiennent l'opinion française dans une cocotte fermée, une marmite fermée à propos de la réalité africaine. Française, Français. Nous avons en tant que citoyens la responsabilité nous-mêmes d'aller à la recherche de l'information. Je discutais cette semaine avec un ami qui me disait qu'il s'informe sur l'Afrique en ouvrant RFI, en ouvrant France 24, en ouvrant LCI, en ouvrant iTélé, en ouvrant BFM TV. Et je lui ai fait remarquer que l'essentiel des médias qu'il venait d'évoquer était tenu par des gens qui précisément sont complices de la domination des peuples africains. Et qu'il s'ensuit que l'information qu'il peut avoir dans des médias contrôlés par ces gens-là est une information biaisée, affadie, refroidie, parfois même complètement retournée en son contraire. Il lui faut faire l'effort. Je ne dis pas d'aller vers les médias officiels des pays africains, qui pour la plupart sont encore tenus par des dictateurs de la France-Afrique. Il faut faire l'effort d'écouter les grandes voix de la société civile africaine. Il faut faire l'effort d'écouter les intellectuels critiques africains. Il faut faire l'effort d'écouter les intellectuels qui ne sont soumis ni aux dictatures africaines, ni à l'impérium de la France-Afrique. Il faut écouter. Il faut nous écouter. Si vous ne faites pas cet effort de vous intéresser à ceux qui, aujourd'hui, animent, nourrissent l'opinion africaine par des débats et des réflexions critiques et qui ne répètent pas la dictée de quelque pouvoir que ce soit, si vous ne faites pas l'effort d'écouter cette Afrique alternative qui est en fait l'Afrique de l'avenir, l'Afrique qui monte et qui est incarnée par le leadership émergent de tout le sous-continent africain, vous allez en réalité vous priver de connaître ce que vous devez savoir. Et l'histoire de la relation franco-africaine ira plus vite que votre esprit. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer lorsque les avantages inestimables que vous tiriez et dont nous bénéficions ici en France, comme cette lumière. Allez, je vous donne un exemple. Je regardais tout à l'heure la nouvelle distribution de la fourniture de pétrole de la France et de l'Europe en général, mais de la France en particulier. Est-ce que vous savez que désormais, là, avec la crise du gaz et du pétrole russe, c'est l'Afrique qui est premier fournisseur de pétrole pour la France? Je recommence. Désormais, 37% du pétrole qu'on a en France vient d'Afrique. C'est officiel. Pendant longtemps, on a voulu cacher en France cette dépendance de l'économie française envers le pétrole africain. Maintenant, on avoue qu'en l'absence du pétrole russe, la première source d'importation de pétrole, c'est désormais l'Afrique. Je lisais un document officiel, 37%. Alors, les centrales nucléaires qu'on est en train de réactiver pour éclairer la France, où est-ce qu'elles prennent l'uranium? Où se trouve l'uranium dans le sous-sol français? L'uranium ne se trouve pas dans le sous-sol français. Les centrales nucléaires qu'on est en train de réactiver pour contrebalancer la crise énergétique due à la coupure du pétrole et du gaz russe, ces centrales vont fonctionner avec l'uranium africain. La France est obligée aujourd'hui de reconnaître publiquement ce qu'elle n'a jamais reconnu, sa dépendance massive envers l'Afrique. Le dernier voyage du président français Emmanuel Macron en Algérie, il ne portait pas sur les histoires de mémoire, commission d'historiens à propos de la colonisation, des crimes contre l'humanité. Non! Il s'agissait d'aller se garantir l'approvisionnement par le gaz et le pétrole algérien en compensation du gaz et du pétrole russe qui, en France, nous sont désormais en réalité interdits. Voilà la vérité. Donc, il faut que le Français, la Française, fasse l'effort d'aller vers l'Afrique des libertés pour s'informer, vers l'intelligentsia africaine, l'intelligentsia franco-africaine libre, autant des pouvoirs africains que des pouvoirs de France. C'est vers cette intelligentsia qu'il faut aller, Françaises, Français,
pour accéder à l'information. De la même façon que vous voyez très bien comment LCI peut mentir sur une manifestation qui a eu lieu à Paris, en pleine capitale, qui a fini devant le Conseil d'État, qui a été couverte par des milliers de journalistes, alors même qu'ils ont reçu l'annonce de cette manifestation et que le mouvement des patriotes de Florian Philippot a la preuve qu'il les a informés. Quand vous voyez une chaîne qui est capable de nier en moins de 72 heures un événement qui a eu lieu dans la capitale de France, au cœur de Paris, vous devez mesurer l'épaisseur des mensonges que la même chaîne nous a servi sur des tas de sujets. C'est sur cette chaîne qu'il y a parfois un individu nommé Sergei Girnov. L'un des individus les plus scandaleux qu'on ait jamais vu en analyse de presse de télévision. C'est sur cette chaîne-là qu'on entend souvent, mais des contre-vérités tellement flagrantes qu'on se demande quelle considération ils ont pour le niveau moyen d'éducation du citoyen français, de la citoyenne française, quand ils disent ce qu'ils disent. Je voulais attirer votre attention sur le fait que la même omerta qu'on veut imposer contre le Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on nous l'impose en France à travers des médias qui nous mentent, comme LCI. Vous, nous qui vivons en France, en Europe, soyons les maîtres de notre télécommande. Quand vous ouvrez les chaînes de télévision, faites l'effort de retracer leurs appartenances. Essayez de savoir quel est le milliardaire qui est caché derrière. Faites un effort. Les chaînes de télévision que vous regardez à la maison, en France et partout à travers l'Occident, faites l'effort de savoir à qui elles appartiennent et quels sont les intérêts de celui à qui elles appartiennent. Car inévitablement, les informations qui sont diffusées sur ces chaînes ne peuvent pas aller contre les intérêts de ceux qui les possèdent. La quasi-totalité de notre presse privée en France appartient à 5 milliardaires. Ces milliardaires se trouvent être les propriétaires des principales multinationales françaises dans le reste du monde. Multinationales de l'énergie, multinationales de marchandises, multinationales du sucre, etc., multinationales du ciment, etc. Comment pouvez-vous espérer une information fiable alors que ceux qui détiennent les principaux canaux d'information ont des intérêts incompatibles avec ceux du peuple français? Voilà ce que je voulais vous appeler à voir. Et ça, c'était la deuxième information fondamentale que je voulais partager avec vous. LCI nous a menti et ce n'est pas la première fois. Et ils ne sont pas les seuls. On peut aisément démontrer, en prenant tous les médias, les principaux médias, ce qu'on appelle les médias mainstream de la place de France, que souvent, ils ont menti, scandaleusement menti. Et que ce dernier événement en date contribue à l'éveil des citoyens. J'en viens au dernier sujet de ces nouvelles pour l'Afrique des libertés. Je voudrais vous parler du changement géoéconomique, la géoéconomie, l'économie mondiale. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer dans l'économie mondiale. Ça nous intéresse, nous, Africains, notamment qui nous battons pour le démantèlement du franc CFA, la monnaie néocoloniale française, qui est un poste de péage injuste, scandaleux, placé sur les économies africaines depuis la pseudo-indépendance des années 60. Il y a un événement qui nous intéresse. Il faut que vous compreniez comment les pays qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, comment ils se sont arrachés à la dépendance au dollar. Il faut que les Africains comprennent que c'est comme ça qu'on doit s'arracher à la dépendance au CFA. Vous allez comprendre comment ils ont opéré la dédollarisation d'une manière spectaculaire. Et il y a un très grand spécialiste ici en France. Il s'appelle Charles Gave. C'est un homme d'affaires, hautement bien formé, excellent communicant. Charles Gave, je vais lui donner la parole pendant 8 minutes pour qu'il vous explique comment, anticipant sur les sanctions qui allaient leur tomber dessus, les Russes ont, avec les Chinois, avec les Indiens, bref, avec tous les États du groupe des BRICS et de ce qu'on peut appeler le bloc de Shanghai, ils ont complètement décrédibilisé le dollar et créé un système de financement indépendant des monnaies européennes, des monnaies occidentales plus largement, donc de l'euro et du dollar et de la livre sterling. Et Charles Gave le raconte d'une manière tellement succulente dans une émission qui est rediffusée par Sud Radio. Je vous fais écouter Charles Gave. Je m'en voudrais que vous n'ayez pas écouté cette émission. Je vous la fais écouter et je donne un bref commentaire après. Charles Gave et son intervieweur sont tellement efficaces que je n'aurai pas besoin d'en dire beaucoup plus après. Je veux que vous les ayez écoutés. Je vous ai dit, le tour du monde, eh bien, des nouvelles
le tour des nouvelles du monde pour la France, pour l'Afrique, des libertés. C'était l'objet de cette émission. Bon, alors, on va donner la parole à M. Charles Gave pour qu'il nous entretienne de cette affaire. Ce qui est absolument essentiel pour comprendre l'économie, Excusez. c'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire. Ne vous en faites pas, je vais vous Depuis mettre... 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent Un instant. sans le faire bouger Je vais physiquement. bien tout Je reprendre. m'explique, c'est-à-dire vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez aux Templiers ou aux Bénédictins, puis vous preniez un cheval, un an et demi après vous étiez de retour à Toulouse. Hop, Et voilà, je je vais réponds. vous expliquer la chose suivante. Voilà. Ce qui est absolument essentiel pour comprendre l'économie, c'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire depuis 8 siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent sans le faire bouger physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez aux Templiers ou aux Bénédictins, puis vous preniez un cheval, un an et demi après vous étiez de retour à Toulouse, et à ce moment-là, vous touchez votre or, quoi. Ça a été une invention. Ça veut dire que depuis transaction sur l'or dès 800 ans. Dès 800 ans. C'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'argent il y a 800 ans. Ce qui fait que depuis toujours, on domine totalement les circuits de circulation de l'argent. Parce qu'on sait faire et on le fait depuis toujours. D'accord. Ça a été un avantage inouï. Et ce qui s'est passé, et donc cet avantage inouï, ils viennent de le foutre en l'air Là, maintenant, tout à fait récemment, quand ils bloquent les réserves de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar, pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc. Eh bien, on avait fermé SWIFT, et donc ils étaient à genoux en une seconde, et ben ils se sont couchés. Les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sans un rond, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de ne pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque, quoi. Ça fait maintenant quasiment 10 ans. Bon. Et donc on a fait la même chose à la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Oui, Ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, regardez les discours de M. Le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit et qu'elle vienne demander pardon. Et il s'est rien passé. Ouais. Il s'est rien passé. Et le rouble est revenu Et au le niveau rouble où il était avant. avant la crise. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je passe plus par vos monnaies puisque vous pouvez me bloquer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir monter un deuxième système monétaire qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir deux systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est la même chose. Hein. Vous regardez la variation du rouble historiquement par rapport au prix du pétrole, c'est pareil. Donc ils ont donc fait un système maintenant qui est fondé sur l'énergie, le prix de l'énergie et le prix de l'or. Écoutez bien. Et nous qui sera fondé sur des monnaies gérées par des clampins complètement incompétents, nos banquiers centraux. Ouais. Ah oui, donc ce système est en train de se mettre en place avec le rouble, le yuan. Le yuan, la roupie peut-être. La roupie peut-être, le Brésil peut-être. Le Brésil, ouais, Et donc carrément, c'est la première fois dans l'histoire depuis X siècles. On va donc perdre le monopole de la circulation de l'argent. Et c'était ce monopole qui nous permettait sans arrêt de vivre au-dessus de nos moyens. Parce que du coup, comme on était au centre du système, on émettait des obligations qu'ils achetaient eux. Donc on avait un paradoxe extraordinaire, c'était que les pays pauvres achetaient les obligations chez nous, et nous on vivait au-dessus de nos moyens pendant qu'eux ils vivaient en dessous de leurs moyens. Ouais. Ben c'est fini. Il va falloir qu'on se mette à vivre selon nos moyens. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire le basculement a lieu en ce moment. En ce moment, vous allez voir, ça va faire mal. Et je lis un nombre de bêtises
Mon ami Milton Friedman, après le crack de 87, avait publié un article dans le Wall Street Journal qui m'avait fait pleurer de rire, dans lequel il disait « J'ai lu des tas d'imbécilités économiques dans ma vie, mais c'était juste après le crack. Mais alors, depuis que le crack a eu lieu, tous les records sont battus, quoi. Et là, avec ce qui est en train de se passer, tous les records d'imbécilité économique sont en train d'être battus. Par exemple, on me dit, mais c'est pas difficile, on va envoyer des euros à une banque en Russie. Oui, pour continuer à acheter le pétrole et le gaz. Là-bas, la banque le changera immédiatement en rouble, et tout ira bien, donc il n'y aura pas de problème. Vous voyez le problème? Je leur dis, attendez une seconde. S'ils vous donnent des roubles, ça veut dire qu'en face, ils vont mettre des euros, puisqu'ils ont reçu des euros. Ouais. Ils seront crédités d'euros. Ils seront débités en roubles, mais ils seront crédités en euros, non? Et oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces euros puisqu'ils sont bloqués? Très bien. Ah oui, vous voulez dire que... Puisqu'on les a bloqués. Ouais. Donc, c'est une imbécilité, votre truc. Moi, je vais accepter ça. Donc, la seule façon de payer, ça va être de donner de l'or. C'est ça. Puisque vous voulez donner des euros, on va dire on donne de l'or et voilà. Ben oui, mais l'or, à ce moment-là, ça veut dire que tout l'or qu'on a dans les caisses de nos banques centrales, en 2 ans, il est siphonné. Alors les conséquences de ça, c'est ça. C'est que On a 2 blocs monétaires qui vont apparaître. Ouais. Un avec des monnaies sérieuses, dont la quantité sera déterminée par la quantité d'or ou d'énergie que vous avez dans le pays. Et là-bas, ça va être l'or alors. Ben, ça va être l'or. Ouais. Et de l'autre côté, on a des inflationnistes qui veulent continuer à ne pas payer leurs dettes. Bon, écoutez, vraiment, Charles Gave a fait mon après-midi après que j'ai suivi ce bout d'émission. Je me suis dit non, je dois le partager avec vous. Maintenant, je vais vous donner mon commentaire. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'ils ont fait depuis longtemps? Au Moyen-Âge, les Templiers ont inventé ce qu'on appelle le chèque de banque. Comme les Templiers étaient une armée et en même temps une congrégation religieuse, des gens donc qui avaient une profession de foi, qui avaient un système de confiance très élevé. Alors, quand vous étiez au Moyen-Orient, par exemple à Jérusalem, et que vous aviez des richesses, vous pouviez les leur confier. Eux, ils vous donnaient une lettre avec l'équivalent de vos richesses. De telle façon que vous voyagiez sans transporter vos richesses vous-même, puisque c'est les Templiers, avec leurs chevaux, avec leurs combattants, avec leurs soldats, qui protégeaient les biens. Et puis vous veniez en Espagne, à Paris, avec cette lettre de chèque-là. Eh bien, les Templiers qui avaient déjà des réserves financières suffisantes, gardées en France, gardées en Espagne, ils vous payaient l'équivalent de ce qu'ils vous ont promis dans la lettre de chèque. Donc, vous pouviez voyager avec vos richesses sans avoir vos richesses sur vous. Votre simple lettre de créance, donc c'est comme cela que les Templiers inventent le chèque de banque, vous permettait de voyager avec votre argent sans prendre le risque de vous le faire voler. Les Templiers sont donc les ancêtres de la maîtrise des flux financiers qui est celle de l'essentiel des banques occidentales que vous voyez aujourd'hui. Voilà la première idée que Charles Gave nous rappelle. Grâce à ce contrôle des flux financiers, les grandes puissances occidentales ont dominé le monde. Pourquoi? Parce que grâce à leurs armées, elles contrôlent les voies commerciales, obligeant donc tout le monde, en quelque sorte, à faire circuler les marchandises sous le contrôle de leurs armées. À partir du moment où c'est mon armée qui contrôle l'essentiel des voies commerciales, à partir du moment où c'est moi qui protège les marchandises internationales, eh bien c'est moi qui dicte les conditions des échanges. Donc, quand vous voyez par exemple la puissance anglaise, elle contrôlait les voies commerciales grâce à sa flotte militaire. La puissance américaine aujourd'hui continue à contrôler plusieurs des grandes voies commerciales grâce à son impressionnante flotte militaire. Et les grandes puissances occidentales et leur organisation armée, l'OTAN, continuent à contrôler de grandes voies commerciales grâce à la force armée. Il s'ensuit que, dans les espaces où leur influence militaire est établie, ils peuvent faire circuler les richesses à partir du système du crédit. Si je suis à Dakar au Sénégal et que je possède 1 milliard de francs CFA, je peux confier ce milliard à la succursale de la BNP qui s'appelle la BC ou la B6, la Banque internationale, etc. du Sénégal. Je confie ce milliard à la B6, je prends un avion sécurisé, bien sûr, par les puissances occidentales qui maîtrisent l'essentiel du circuit aérien. J'atterris à Paris. À Paris, je vais à la BNP et je récupère mon milliard pour faire mes affaires. Vous voyez très bien que
le circuit de l'argent est sécurisé entre le Sénégal et la France, globalement par l'armée française. Ce n'est pas un hasard si elle a un camp militaire à Dakar. C'est sécurisé par les radars, eh bien, les satellites militaires français, américains, occidentaux. Ils se sont entendus pour contrôler le monde et ainsi pour garantir les flux financiers. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a un problème. Quand vous garantissez les flux financiers, vous devez conserver une qualité, deux qualités. La première qualité, vous devez être digne de confiance. On parle de monnaie fiduciaire. Fiduciaire, là, ça vient du latin fidere. Fides, qui veut dire la foi. C'est-à-dire, vous devez être des gens dignes de foi. Si je prends mon milliard, je te le donne à Dakar. Je dois croire. Et tu dois me donner toutes les raisons de croire que quand je vais arriver à Paris, tu vas me le rendre. Et c'est ça l'esprit des Templiers. Les Templiers, c'était des chrétiens, des soldats chrétiens, qui ont assis leur autorité sur le fait qu'ils respectaient autant que possible leurs paroles envers leurs clients. Si tu donnais ton argent aux Templiers à Jérusalem, tu avais la garantie et ils juraient sur leur honneur de Templiers, sur l'honneur de leur congrégation, que quand tu arrives à Barcelone, quand tu arrives à Paris, quand tu arrives à Londres, tu retrouveras ton argent en leur ayant payé les frais. Parce qu'ils se nourrissaient, bien sûr, là, sur les intérêts de la transaction et de la confiance. Or, qu'est-ce qui se passe avec la Russie? En quoi consistent les sanctions occidentales contre la Russie? Elles consistent en ceci que la Russie a accepté de vendre à l'Occident certaines de ses richesses en échange de l'argent occidental. Les Occidentaux, quand la Russie leur vendait son pétrole et son gaz en euros et en dollars, ont juré, comme les Templiers du Moyen-Âge, que quand la Russie viendrait en Europe récupérer ses avoirs dans les banques occidentales pour acheter des biens en Europe, il n'y aurait pas de problème. C'était ça la base du deal. Donc, par exemple, lorsque la France achetait du gaz et du pétrole à la Russie, la France payait en euros et écrivait dans ses livres que la Russie a, prenons 1 milliard d'euros dans ses comptes à elle. Ce qui permet à la Russie, lorsqu'elle a besoin d'un certain nombre de biens qui existent en France, d'utiliser ses comptes en France pour acheter en euros les biens français. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les sanctions des Occidentaux? Les Occidentaux ont brisé le principe de la confiance qu'avaient mis en place précisément les Templiers créateurs d'échecs au Moyen-Âge. Ils ont brisé ce principe. Pourquoi? Parce que l'argent de la Russie qu'ils ont dans leur compte bancaire, ils l'ont confisqué. Ce qui fait que tout paiement fait à la Russie en dollars ou en euros, eh bien, tout paiement fait à la Russie en dollars ou en euros est inscrit dans les livres des banques occidentales devient de la somme nulle, de l'argent perdu, puisque la Russie ne peut pas le récupérer. Il paye 1 milliard, par exemple, à la Russie. Ce milliard est marqué dans les comptes de la banque BNP Paribas en France. Mais quand la Russie vient récupérer son milliard pour acheter, je ne sais pas, des puces électroniques, acheter des pneus ou acheter du savon français, ils disent à la Russie, non, on ne te donne pas ton argent. Alors, qu'est-ce que la Russie a aussitôt compris? Elle a compris que les marchandises russes qui sont vendues aux Occidentaux ne peuvent plus être vendues en dollars, ne peuvent plus être vendues en euros, parce que quand on les vend en dollars et en euros, c'est de l'argent perdu. Puisque quand cet argent inscrit dans les comptes occidentaux veut être utilisé par la Russie, les Occidentaux disent non, c'est de l'argent perdu. En fait, c'était du vol, c'est du vol. Ils se sont fait voler. Exactement comme au Moyen-Âge, les Templiers, à Jérusalem, tu leur confies 1 milliard, et quand tu viens à Barcelone pour récupérer le milliard, ils te disent non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce qu'on n'est pas content de toi. C'est du vol. C'est du vol. Alors, Charles Gave explique que la Russie a vu venir ça. Et elle a mis en place avec la Chine, avec l'Inde, on voit maintenant de plus en plus avec le Brésil, tous ces pays qu'on appelle les pays du BRICS, un nouveau système de paiement qui ne se fait plus sur le principe templier des lettres de crédit, le principe des chèques. Je te confie un chèque, comme ça, plus tard, tu vas récupérer. Non, ce n'est plus le principe de la lettre de crédit. La Russie dit, vous me payez, soit vous me donnez de l'or. L'or physique, réel. Vous me payez en quantité d'or pour obtenir mon pétrole, mon gaz, soit vous me payez en roubles. C'est-à-dire, en fait, vous prenez crédit auprès de moi pour pouvoir acheter mes marchandises dans ma monnaie. C'est moi qui vous fais crédit de ma monnaie pour pouvoir acheter mes marchandises.
Donc, vous me payez en or ou vous me payez en rouble. Vous vous endettez chez moi. C'est moi qui vous tiens. Donc, ce système de paiement en rouble et paiement en or, c'est un système qui est d'autant plus intéressant que la monnaie russe, le rouble, est adossée sur le gaz et le pétrole, donc sur l'énergie. Qu'est-ce qui fait que le rouble est désirable? Pourquoi tu as besoin de posséder des roubles? Toi, occidental, toi, européen, tu as besoin de posséder des roubles parce que si tu n'as pas de rouble, tu ne peux pas acheter le gaz et le pétrole russe. Donc, en fait, le rouble, sa valeur, elle est liée à la quantité d'or que tu peux avoir et elle est liée à la quantité de gaz et de pétrole dont tu as besoin. Puisque c'est le gaz, c'est le pétrole et c'est l'or qui sont les équivalents du rouble. Il s'ensuit que tout pays qui n'a ni gaz, ni pétrole, ni or, tout pays qui ne possède pas de rouble ne peut pas accéder au gaz et au pétrole russe. Mais c'est exactement le système que les Chinois ont mis en place en Chine. Les Chinois disent aussi, pour acheter les richesses chinoises, désormais, tu viens avec de l'or ou tu viens avec du yuan. Tu ne viens pas avec de l'euro, tu ne viens pas avec du dollar. Parce que si tu viens avec l'euro et le dollar, ce que les Européens ont fait aux Russes, nous, Chinois, nous voyons bien les Européens en train de nous faire cela. Si nous acceptons d'être payés en dollars, si nous acceptons d'être payés en euros, lorsque nous voudrons utiliser nos dollars et nos euros stockés dans les banques occidentales, nous savons très bien qu'ils vont nous faire, tôt ou tard, on le voit avec la crise à Taïwan, ils vont nous faire ce qu'ils ont fait à la Russie. Donc, la Chine aussi exige le yuan ou l'or. L'Inde exige le roupie ou l'or. Le Brésil exige sa monnaie ou l'or. Il s'ensuit que un nouveau circuit de circulation des marchandises, des richesses est en train de naître dans lequel la crédibilité de ta monnaie, ce n'est pas le crédit. La crédibilité de ta monnaie, c'est soit l'or qui est associé à ta monnaie, soit le pétrole qui est associé à ta monnaie, soit le gaz qui est associé à ta monnaie. Bref, les matières premières stratégiques associées à ta monnaie font la crédibilité de ta monnaie. On a donc désormais deux systèmes monétaires mondiaux. Le système monétaire occidental, dont les billets de banque sont purement spéculatifs, à plus de 300% la plupart du temps. Aux États-Unis, la masse monétaire est supérieure à 300% du produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains font vivre leur économie par le crédit, par la dette. Ils s'endettent pour faire fonctionner leur économie. Et comme ils contrôlaient les voies commerciales, comme ils imposaient leur monnaie à tout le monde, les gens se sentaient obligés d'utiliser le dollar. Et en utilisant le dollar, les gens donnaient de la valeur à la monnaie américaine vide. Les Européens sont aussi les rois de l'inflation. La masse monétaire européenne n'a rien à voir avec la richesse européenne réelle. Ils vivent en s'endettant, en vendant et en imposant aux gens de prendre des obligations, c'est-à-dire des dettes auprès d'eux, et de rembourser avec leur richesse réelle. Donc ils vivent au-dessus de leurs moyens réels. L'euro et le dollar sont en train donc de devenir des monnaies flottantes. Puisque le rouble, le roupie, le yuan et plusieurs monnaies qui sont en train de naître en Afrique, qui vont naître en Afrique, ça vous rappelle la problématique centrafricaine, sont en train d'exiger qu'il y ait une contrepartie en or, qu'il y ait une contrepartie en pétrole, qu'il y ait une contrepartie en gaz ou une contrepartie en matières premières stratégiques comme l'uranium, le coltan, bref. Désormais, quand tu parles de ta monnaie, on te demande quelles sont les richesses qui sont derrière. Si je prends, mettons, le franc congolais, je peux obtenir quoi avec le franc congolais? Tu dois me dire. Quelle quantité d'or il y a derrière un franc congolais? Si je prends l'argent tanzanien, quand je prends le rand, tu dois me dire quelle quantité d'or il y a derrière le rand, quelle quantité de pétrole il y a derrière le rand. C'est-à-dire que toi, en Afrique du Sud, si je possède 1 million de rand, je peux avoir combien de barils de pétrole? Le nouveau critère d'évaluation d'une monnaie, c'est la richesse qui est derrière. Et on en vient à l'idée que je voulais exposer à l'Afrique des libertés. Vous comprenez à quel point cette époque est une époque idéale pour les Africains, pour la lutte africaine? Nous sommes le continent le plus riche en matières premières de la planète. Au moment où une rupture monétaire avec le système spéculatif du dollar et de l'euro est en train de s'opérer, nous ne devons pas, nous, Africains, rater le coche.
Nous ne devons pas rater le coche de la création monétaire africaine, le coche de la rupture avec le franc CFA. Car maintenant est en train d'apparaître et de fonctionner un système monétaire international qui n'a plus besoin du crédit européen, qui n'a plus besoin du crédit américain. Un système monétaire qui n'a plus besoin du FMI, qui n'a plus besoin de la Banque mondiale, qui n'a plus besoin du club de Washington, du club de Londres, du club de Paris. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Je prends l'exemple de mon pays natal, le Cameroun. Le Cameroun possède l'or. Le Cameroun possède le pétrole. Le Cameroun possède le gaz. Le Cameroun possède le coltan, l'uranium, le manganèse. Ce paquet de matières premières permet au Cameroun, aujourd'hui, s'il le veut, et il doit le vouloir, d'avoir sa propre monnaie. De créer sa propre monnaie. Et d'indiquer le potentiel de sa monnaie. Et de dire à ceux qui veulent la monnaie camerounaise ce qu'ils peuvent attendre en quantité d'or, attendre en quantité de pétrole, attendre en quantité de gaz, attendre en quantité d'uranium. Le grand Congo démocratique, pays le plus riche d'Afrique, et à mon avis, pays le plus riche en potentiel minier du monde. Il a une occasion inouïe. Au lieu que Tshisekedi continue d'endetter le peuple congolais avec l'argent vide américain, le dollar, avec l'argent vide européen, l'euro, il est temps que Tshisekedi permette au peuple congolais de se doter d'une monnaie indexée sur ses capacités, sur ses potentialités, sur la réalité de sa capacité de paiement en or réel, en uranium réel, en cuivre réel, en cobalt réel, en manganèse réel. C'est cela que le grand Assimi Goïta doit faire pour le Mali. Le Mali dont le sous-sol est à plus de 83% rempli de gaz et de pétrole. Selon toutes les dernières explorations. Plus de 83% du territoire malien est un gisement de pétrole et de gaz. Le Mali, c'est 1 241 000, c'est plus d'1 241 000 km². Quand on vous dit que presque 80%, plus de 80% de ce pays est une immense nappe de pétrole et de gaz, vous vous rendez compte? Le Mali a 1 million de kilomètres carrés de gisements de pétrole et de gaz disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le franc CFA? Qu'est-ce qu'on fait avec une monnaie qui appartient à des gens qui ne possèdent ni le pétrole, ni le gaz, ni l'uranium, ni le manganèse, ni le cobalt, ni rien, et qui en plus fabriquent de l'argent vide pour nous le prêter en Afrique, pour que nous leur remboursions cet argent avec nos matières premières pillées, sous-facturées? Qu'est-ce qu'on fait avec leur monnaie? Regardez un pays comme le Nigeria. C'est parce que le Nigeria a sa propre monnaie qu'il est le géant de l'Afrique noire. C'est parce que le Nigeria a sa propre monnaie qu'il est le géant d'Afrique noire. C'est parce que l'Afrique du Sud a sa propre monnaie qu'elle est une géante de l'Afrique noire. Parce que quelle que soit la gabegie, la corruption qui règne dans ces pays, la capacité que les dirigeants de la Banque nationale du Nigeria ont de piloter le Naira en fonction des besoins internationaux en pétrole, en gaz nigérien, c'est une capacité inouïe. N'eût été la corruption énorme de ce pays serait un paradis sur terre. Et le modèle qu'il faut prendre pour comprendre que ça marche, c'est la Libye de Kadhafi. Est-ce que vous savez ce que Kadhafi a fait quand Kadhafi était vivant sur cette terre des hommes? Ce qu'il a fait pour la Libye. Je voudrais finir là-dessus pour que vous voyez comment fonctionne un pays qui a sa propre monnaie et qui a ses propres richesses. Et dont les dirigeants aiment leur peuple. Que faisait Kadhafi? Je vous lis un extrait d'un des livres que je suis en train d'écrire et qui porte sur cette affaire-là. J'ai retrouvé un document qui décrit ce que Kadhafi faisait avec les matières premières de son pays. Qu'est-ce que Kadhafi a fait? Et vous comprenez pourquoi ils l'ont tué. Parce qu'il voulait étendre ce modèle-là au continent africain. On l'a tué parce qu'il voulait bâtir la monnaie africaine. Qu'est-ce que Kadhafi a fait? Écoutez ce que Kadhafi a fait. Premièrement, il n'y avait pas de facture d'électricité en Libye. L'électricité était gratuite pour tous les citoyens en Libye. Deuxièmement, il n'y avait pas d'intérêt sur les crédits
pour les citoyens et les citoyennes libyennes. Les banques libyennes étaient des propriétés de l'État et la loi prévoyait que les crédits aux citoyens libyens soient à taux zéro. Voilà ce que Kadhafi faisait. Troisième exemple. Le logement était considéré comme un droit humain en Libye. Kadhafi avait promis que ses parents n'auraient une maison que quand tous les autres Libyens auront une maison. Le père de Kadhafi décéda au moment où Kadhafi, sa femme et sa mère vivaient encore sous une tente. Quatrième fait. Un nouveau ou une nouvelle mariée en Libye recevait chacun 60 000 dinars, environ 50 000 $, du gouvernement libyen pour acheter leur premier appartement, en guise d'aide au bon démarrage de leur vie de famille. On continue. Cinquième point. En Libye, l'éducation et les soins médicaux étaient gratuits. Avant l'arrivée de Kadhafi, seuls 25% des Libyens étaient lettrés. Sous Kadhafi, 83% des Libyens ont été lettrés. On continue. Sixième point. Si les Libyens voulaient cultiver la terre, ils recevaient une portion de terre, une maison fermière, l'équipement nécessaire, les engrais et les semences pour faciliter un démarrage rapide de leur exploitation agricole. Tout cela, l'État le leur donnait gratuitement pour ceux qui voulaient cultiver la terre. Septième point. Une économie qui fonctionne sur la base de ses richesses réelles et dont la monnaie est indexée sur ses richesses réelles. Écoutez bien. Si les Libyens ne parvenaient pas à obtenir la formation ou les soins sanitaires dont ils avaient besoin en Libye, le gouvernement libyen finançait leur expatriation, leur évacuation, avec une allocation mensuelle de 2300 $ et un véhicule de transport dans le pays étranger où ils devaient aller se soigner ou se former. On continue. En Libye, huitième point, si un citoyen libyen achetait un véhicule, le gouvernement libyen lui payait 50% du prix de ce véhicule. Neuvième exemple. Le prix du pétrole en Libye était de 0,14 centimes de dollars le litre. 0,14 centimes de dollars un litre en Libye sous Kadhafi. 0,14. Bon, écoutez. On continue. On continue. Je veux que vous sachiez tout ce que Kadhafi a fait avec une monnaie nationale et l'amour de son peuple. Dixième point. La Libye n'avait pas de dette extérieure et ses réserves de devises étaient d'environ 150 milliards de dollars, aujourd'hui gelées. Je recommence une deuxième fois. Écoutez bien. La Libye n'avait pas de dette extérieure et ses réserves de devises étaient d'environ 150 milliards de dollars, aujourd'hui gelées. Je vous pose la question, qui a gelé l'argent de la Libye? Écrivez le nom de ceux qui ont gelé l'argent de la Libye. Parce que ce qui est arrivé à la Russie, là, c'est arrivé à la Libye. C'est arrivé aux Africains. C'est toujours sur les Africains qu'on teste. Les pires choses sur la terre. On les teste sur les Africains et ensuite on les teste entre blancs. Est-ce que vous savez que Kadhafi avait dans les banques occidentales 150 milliards de dollars et que les Occidentaux les ont gelés? Ça vous dit quelque chose? Quelle est la leçon que les dirigeants africains doivent retenir? Est-ce qu'il faut encore accepter les paiements en monnaie étrangère? Kadhafi a laissé 150 milliards de dollars de la Libye gelés dans les banques occidentales. Quelle leçon l'Africaine et l'Africain qui nous écoute aujourd'hui doit retenir de ce point numéro 10 que je viens de vous lire? Il ne faut plus jamais accepter de commercer avec les puissances étrangères en monnaie étrangère. Sauf confiance exceptionnelle entre puissances. Mais même ça, ça ne suffit pas. Il faut instituer le principe de la monnaie nationale comme base de l'échange avec les puissances étrangères. Et les réserves de change des pays africains ne doivent pas être dans les comptes bancaires des pays étrangers. L'Afrique doit garder ses réserves de change chez elle. C'est-à-dire que les 150 milliards de dollars là, que Kadhafi avait dans les banques européennes, il aurait dû les garder en monnaie physique dans les banques libyennes. Je recommence. Voilà l'erreur de Kadhafi que nous n'avons plus le droit de commettre sur le continent. Vous vendez pour 150 milliards de pétrole. Vous avez 150 milliards d'avoirs en dollars. Ne les gardez pas dans les banques européennes. Soit ces dollars existent et vous, nous les fabriquez en papier et vous nous les donnez. Et comme ça, nous nous promenons à travers le monde et nous achetons en dollars
partout où les dollars sont acceptés, comme nous voulons. Soit il n'existe pas, c'est de la pure écriture, et nous ne les acceptons pas, vous payez en monnaie africaine. Vous payez en monnaie nationale africaine. C'est tout. C'est-à-dire que vous acceptez que notre monnaie nous permette d'accéder à vos richesses. Vous acceptez que notre monnaie nous permette d'accéder à vos richesses. Vous achetez du dinar, vous achetez du wari, vous achetez du kori africain, vous achetez de la monnaie africaine. Et avec la monnaie africaine, désormais, on achète chez vous. À ces conditions, on peut vous donner notre pétrole, on peut vous donner notre gaz, on peut vous donner notre or, parce que vous reconnaissez qu'avec notre monnaie, nous pouvons acheter ce que nous voulons chez vous. Voilà la leçon qu'il faut tirer. Je continue. Si un Libyen se trouvait dans l'incapacité d'exercer le métier pour lequel il avait été formé, l'État libyen lui payait le salaire moyen de sa profession jusqu'à ce qu'il trouve un poste. Ça, c'est le point 11. Point 12. Une proportion des revenus du pétrole libyen était immédiatement créditée dans le compte bancaire de chaque citoyenne et citoyen. Dès que l'argent entrait dans les caisses libyennes, Kadhafi partageait immédiatement un pourcentage de cet argent-là à chaque Libyenne et à chaque Libyen. Le compte bancaire de chaque Libyen recevait de l'argent tous les jours. On continue. Une mère accouchant d'un enfant en Libye obtenait immédiatement 5 000 $. Point 14. 40 miches de pain coûtaient 0,15 centimes de dollars en Libye. 40 miches de pain coûtaient 15 centimes de dollars. 25% des Libyens, on continue, 25% des Libyens, c'est le point 15, avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Il y avait 25% de diplômés de l'enseignement supérieur en Libye. Le quart de la population. On continue. Kadhafi réalisa le plus grand projet d'irrigation de l'histoire, le projet du grand fleuve artificiel, pour rendre l'eau disponible dans toute la partie désertique du pays. Voilà ce que cet homme-là a fait. Là, je vous ai cité 16 points. Vous savez comment il l'a fait? Parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il servait son peuple, et parce qu'il a fait tout ceci sur la base d'une monnaie nationale. Il a imposé le dinar libyen. Il a imposé la reconnaissance du dinar libyen face au dollar. Imposé la reconnaissance du dinar libyen face à l'euro. Les Européens, les Américains avaient intérêt à posséder du dinar libyen pour acheter en Libye. Et à accepter qu'on paye en dinar libyen à Londres, à Paris et à Washington. Oui, on pouvait échanger du dinar libyen contre de l'euro, du dinar libyen contre du dollar. Et faire des affaires en Amérique, faire des affaires en Grande-Bretagne, faire des affaires en Europe. Voilà une leçon très simple de choses en prenant le cas libyen. Et je conclue là-dessus. Charles Gave vient de nous révéler ce que chaque Africaine et chaque Africain doivent savoir, quel que soit leur niveau d'éducation. Disons à nos dirigeants en Afrique, vous n'avez aucune excuse pour continuer à nous entretenir dans le franc CFA. Disons à nos dirigeants en Afrique, vous n'avez aucune excuse pour nous laisser croupir en Afrique dans la misère, alors que nous sommes les peuples les plus riches de la terre. Disons à nos dirigeants en Afrique, le monde multipolaire est en train d'être construit. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas conduire les institutions de nos pays à coopérer dans ce monde multipolaire. Car c'est dans ce monde-là qu'il nous sera possible de vivre vraiment de notre pétrole, vivre vraiment de notre or, vivre vraiment de notre manganèse, de notre coltan, de notre plutonium, de notre uranium. C'est dans le monde multipolaire en construction actuellement qu'il y a une place pour l'Afrique. Et c'est cela que je voulais partager avec chacune et chacun d'entre vous ce soir. J'espère que ces nouvelles du monde, ce tour des nouvelles du monde, vous a contribué à votre éveil, a contribué à renforcer pour ceux qui sont déjà convaincus votre conviction et à stimuler des réflexions sur l'avenir du continent africain et l'avenir de la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Tel était l'objectif que je me suis fixé dans cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie. Vous étiez près de 4000 personnes ici sur YouTube à écouter cette émission, à suivre cette émission. Vous étiez près de 1000, un peu plus de 800 personnes côté Facebook. J'espère que vous êtes autant à avoir pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et à partager la présente vidéo pour qu'elle contribue à l'éveil de notre continent. La lutte continue.
Mobilisation pour obtenir la vérité pour le Mali. Le 13 septembre 2022 au Conseil de sécurité de l'ONU. Mobilisation pour obtenir la vérité pour le Mali et l'Afrique. Le 13 septembre 2022 au Conseil de sécurité de l'ONU. Si le Conseil de sécurité de l'ONU ne veut pas écouter, alors les associations de la société civile, eh bien de tout le continent africain, s'engagent à aller chercher, obtenir les preuves détenues par le Mali et à aider le Mali à les diffuser dans le monde entier. Deuxième point important, je vous ai appelé à méditer sur le collapsus du système d'information en France, avec le scandale de LCI, qui ose nier la manifestation du mouvement des patriotes, qui a eu lieu le samedi 3 novembre à Paris, mouvement des patriotes de Florian Philippot, alors même que la rédaction de LCI était au courant. Vous avez bien, Françaises, Français, la preuve que nous sommes copieusement intoxiqués et entretenus dans des bulles mensongères. Troisième point, j'ai parlé de la géoéconomie. À partir d'un élément pédagogique de Charles Gave, je vous ai amené à comprendre l'intérêt de sortir de l'économie spéculative, du néolibéralisme, pour aller vers l'économie concrète, l'économie contrôlable, l'économie sérieuse du monde multipolaire. Une économie dans laquelle, l'argent est adossé sur l'énergie, il est adossé sur l'or. Une économie dans laquelle on ne peut pas éternellement spéculer sur les obligations, sur les crédits, sur la spéculation creuse, la monnaie vide, pour piller le reste du monde et soumettre le monde à un ordre injuste, violent, barbare. L'ordre de la dette, de la guerre impériale, du mensonge et du cynisme inhumain. L'ordre de la pollution impitoyable de la planète. Nous refusons cela et nous, Africains, du monde entier, devons être des forces pour la transformation de la conscience planétaire, l'acceptation du monde multipolaire, où les conflits seront résolus par la négociation, le compromis, le consensus, l'effort de vérité, l'effort de justice. Un monde où aucune puissance n'écrasera les autres. Aucun continent n'écrasera les autres. Aucune partie de l'humanité ne pourra dire « la planète m'appartient ». Un monde où personne ne dira que c'est son destin de commander à tous les autres. C'est ce monde que nous voulons. Pour nous, aujourd'hui, pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants et toutes les générations futures de la planète, sans distinction de couleur, sans distinction de continent, sans distinction de religion. Nous voulons un monde multipolaire parce que c'est le meilleur possible pour tous les enfants de l'humanité. Qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, verts, rouges, métis. L'humanité diverse ne peut vivre que dans un monde multipolaire, dans l'équilibre de puissance revenu à l'humilité, de l'altérité, du respect, de la reconnaissance de l'autre. Nous ne sommes pas à la recherche de l'hégémonie de l'Afrique sur le monde. Nous sommes à la recherche de la fin du système hégémonique et de l'équilibre des puissances. Et pour les Africaines et les Africains, c'est dans le monde multipolaire qu'il y a une chance qu'une puissance africaine contribue à l'équilibre du monde. Ce défi vaut la peine d'être relevé et je vous remercie d'être de ceux qui ne croient pas simplement que cela est possible, mais qui voient que c'est possible et qui participent à le réaliser. Ma jeune sœur Clara Blon, à toi. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à toutes celles et à tous ceux qui auront partagé cette émission et qui l'auront protégée. Soyez bénis en vos personnes, en vos familles, en vos pays respectifs, mes chers amis. Que la solidarité, la vérité et la justice triomphent. Que la paix règne dans le monde. La paix juste. Que le respect de l'autre homme devienne une norme de nos relations internationales.
Adonai, parle à ma faveur, Yahweh, parle un peu. Yahweh, parle un peu. Parle un peu. Je suis chagriné, Yahweh. Je suis rejeté. Je suis minimisé. Tout va mal pour moi. Toi qui as fait les cieux, simplement par ta parole. Et moi suffit de ta peur pour que ma situation change, Yahweh. Wilson Douglas, ton rêve s'accomplira, mon frère. Parle un peu. Elohimo, parle un peu. Ça donc, mon cher ami. Apasto, meilleur Angandak. Bisai ni bisai weni. Merci à chacune et à chacun. Portez-vous bien. Dieu bénisse l'Afrique. Merci, merci mes amis. Portez-vous bien. Hop. Alors, elle veut pas se fermer celle-là. Hein? Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Es scheint so zu sein, als ob erfolgreiche Menschen Schmarotzer sind, als ob erfolgreiche